bonsoir à tous. Je suis impressionnée, même si je ne vois pas grand-chose, je suis impressionnée par l'assistance et ça faisait si longtemps qu'effectivement, je n'avais pas eu aussi moi-même l'occasion de me retrouver à échanger directement comme ça avec une audience. J'ai choisi ce soir le thème de faire avec qui parle de notre relation avec ce qui est déjà là. Ce qui est déjà là, c'est très important dans notre travail et dans la plupart des projets que nous avons réalisés. Donc, ce faire avec est présent. Faire avec, c'est faire le meilleur usage de ce que l'on a déjà. Et nous avons déjà beaucoup de situations construites, de bâtiments, de réseaux, d'infrastructures, de paysages. Faire avec, c'est considérer chaque lieu existant comme une ressource, comme une valeur positive, plutôt que de ne voir que les défauts, que les problèmes, ce qui conduit systématiquement à remplacer ou à refaire, si l'on n'y voit que des inconvénients ou que des défauts. Faire avec, c'est prendre avec soi les valeurs de l'existant et ses forces, et non les contrecarrer ou les nier, mais les prendre pour en faire le moteur d'un nouveau projet. C'est prolonger des situations existantes avec justesse et précision. Dans cette démarche, plutôt que restructurer en profondeur, modifier lourdement, démolir et remplacer, notre stratégie est plutôt celle d'ajouter, de superposer, d'additionner pour créer des nouveaux lieux qui se composent à partir des capacités existantes et de celles que l'on ajoute. C'est aussi un grand principe, celui de ne rien perdre. Toutes les contraintes peuvent être retournées positivement. Chaque lieu permet l'invention, l'imaginaire. Toutes les situations permettent d'être optimiste. On peut faire beaucoup avec ce qui est déjà là. Ceci implique une autre approche qui donne une très grande importance à l'observation, à l'inventaire. Regarder, observer, analyser de près, de l'intérieur, comprendre, faire attention. Cela permet de regarder l'existant avec une approche positive, pour révéler tout d'abord ses valeurs et se demander ce que l'on peut en faire. Comment peut-on le réutiliser, le transformer, au lieu de décider à l'avance que cela n'a plus de valeur. Les situations existantes constituent ainsi la matière de base de tous nos projets et notre objectif résolu est de réutiliser 100% de ce qui est déjà là. Accoler, dilater, se superposer, enjamber l'existant est toujours plus intéressant que toujours recommencer et repartir de zéro et partir d'un lieu préalablement aplani et vidé. Transformer, c'est un geste, c'est une économie de gestes, une économie de matière, une économie tout court, favorable à l'essentiel et qui ne s'oppose pas, bien au contraire, à l'ambition, ni à l'esprit d'inventer, ni à la recherche de performance. Faire avec la nature, les arbres, les sols, les gens, avec tout ce qui était déjà là, c'était un premier sujet qui nous occupait il y a presque 20 ans pour ce projet d'une maison sur une dune au bord du bassin d'Arcachon, au Cap Ferret, dans un endroit de rêve avec cette vue du bassin devant soi, la dune du Pilat qui fait face. Et le terrain, c'était une forêt de pins. Et autour de cette forêt, et dans cette forêt de pins, on voit que les arbres y sont assez denses. Et pourtant, chaque fois que l'on y construit une maison, le premier travail, c'est de faire une clairière, de couper les arbres et d'implanter une maison au milieu de la clairière. Donc on voit ici chaque maison qui génère un peu ces trous dans la végétation. Et pour nous, ce qui était important, c'était que le terrain, tel qu'on le trouvait, il avait déjà toutes ses qualités, avec ses 45 pins sur le terrain, et qu'on se disait que construire quelque chose ici ne devait pas conduire à choisir entre les arbres ou la construction. Donc notre choix a été de garder les pins, de garder tous les pins, et de faire une construction qui passait entre les arbres, surélevée du sol,
de plusieurs mètres pour éviter de dégrader la dune de sable, des fondations comme des aiguilles sans lien, de manière à garder ne pas fragiliser le sol, et des petits éléments de construction qui permettaient de construire entre les arbres et les laisser passer et leur laisser continuer leur vie jusqu'à la fin de leur vie. C'est des arbres très vieux, mais qui étaient déjà là et pour sans doute encore quelque temps. Et donc la maison a été construite comme ça, avec des éléments très simples qui ont permis de la construire sans toucher à la valeur du site. Et donc à la fin, c'est une architecture qui se mélange, qui se confond, où la présence du paysage reste complètement présente. Donc c'était un travail de précision qui a consisté d'abord à faire le relevé de tous les arbres à différents niveaux, parce qu'un arbre, c'est pas vertical. C'est un travail qui a consisté aussi parce qu'il n'y avait aucune donnée là-dessus, sur l'analyse du mouvement des arbres avec le vent. Et donc il peut y avoir des vents quelquefois très violents et les arbres sont très hauts. Donc chaque fois qu'il y avait une tempête, on se rendait là-bas pour essayer de voir un peu et d'analyser le balancement du vent pour éviter de contraindre les arbres, mais aussi que la construction ne soit dégradée par les balancements. Faire avec l'existant comme une opportunité pour un urbanisme plus durable, pour une autre manière de penser et de faire la ville. C'est un projet de concours qui n'a pas été réalisé sur un terrain dans la ville de Saint-Nazaire, dans l'ouest de la France, donc le terrain qu'on voit ici cerné de blanc. Et ce terrain avait appartenu à l'université de Saint-Nazaire, donc avec un bâtiment abandonné au milieu, mais aussi, surtout, il était recouvert par une forêt assez intense, mais dont on voyait, année après année, en consultant les cartes anciennes, dont on voyait la régression très évidente sous la pression de la construction tout autour. Une forêt assez intense qui représentait à elle seule une variété de végétation, d'oiseaux, d'animaux en tout genre, et qui constituait donc une richesse sur le site. Ce qu'on nous demandait sur ce terrain, donc ça c'était le bâtiment abandonné, qui était un ancien bâtiment universitaire et que le propriétaire envisageait de démolir, et pour reconstruire donc sur ce terrain un programme de 250 maisons, des maisons d'habitation. Donc un premier travail de recherche sur ce terrain nous montrait que construire 250 maisons sur la surface du terrain revenait finalement à détruire complètement à modifier complètement le sol, à détruire complètement la forêt. Et ce qui nous semblait en fait que le sujet qui était posé là ne devait pas se porter simplement sur la question de 250 maisons. C'était plutôt la question comment, dans une ville où il y a un besoin de construire, puisqu'on a un besoin de créer des logements, mais où on a aussi une richesse telle, avec cette forêt-là, comment faut-il faire pour rendre ces deux choses compatibles? Pourquoi faudrait-il choisir entre l'un et l'autre? Pourquoi faudrait-il renoncer à la forêt pour construire des habitations, ou pourquoi faudrait-il ne pas construire pour garder la forêt? Donc c'était un sujet qui dépassait très largement cette question-là, de construire 250 maisons. Donc au final, la proposition que nous avons faite était de dire les maisons, le modèle des maisons n'est pas adapté à cette situation-là. Et donc, ce qu'on proposait, c'était de construire plutôt des unités collectives, mais en cherchant dans la conception des logements, des logements qui eux-mêmes pouvaient proposer des espaces et des qualités d'habitation qui se rapprochent de celles de la maison. Parce qu'il faut se poser la question pourquoi
Au fond, les gens aiment le modèle de la maison. Qu'est-ce qu'il offre en termes de liberté, en termes de vie quotidienne, en termes d'espace extérieur? Et que c'est ça qu'il faut essayer de retrouver dans la construction du logement dans les villes, pour rendre les villes attractives et en même temps pour pouvoir construire des logements de bonne qualité. Donc on a proposé de garder la forêt et de construire des logements donc, qui était détaché du sol et avec donc, un travail du paysagiste et d'un botaniste où on a essayé de préfigurer comment le projet pouvait aussi aider non seulement à garder l'espace vert qui était là, mais à lui permettre de reconstituer sa densité perdue. Donc les simulations de 4 ans à 10 ans, de 10 ans à 40 ans. Et donc le projet d'habitation, il considère que la forêt, c'est le bien public et que le sol n'est pas impacté par l'empreinte des habitations. Donc les constructions commençaient à 12 mètres au-dessus du sol et selon les endroits, donc en moyenne 3 niveaux, quelquefois un petit peu plus, avec quelques points de montée, donc escalier, ascenseur, qui permettaient de regagner une coursive et après de redistribuer les autres niveaux. Et donc avec un point d'impact sur le sol qui était tout à fait mineur, les voitures n'étant pas admises à arriver jusque-là, mais pouvaient être, il restait des éléments de parking de l'ancienne université qui pouvaient être réutilisés à cet usage. Et donc de garder à la fois l'usage du sol public sans déranger l'habitation, la perméabilité du sol et la forêt qui pouvaient continuer à être là et à se redévelopper. Et bien sûr, produire des logements et des qualités de logement qu'on attend tous dans les villes, c'est-à-dire cette possibilité de se déplacer, de dilater de l'espace pour préserver à la fois ces espaces de tranquillité, d'intimité, mais aussi de partager les espaces plus communs. Et puis toujours un espace extérieur qui remplace un jardin, mais qui permet d'être dehors tout en étant dans la ville. Faire avec le climat, c'est aussi un autre sujet très, très important. Le climat et l'architecture, par essence, sont indissociables. Faire avec le climat, c'est rechercher un échange, collaborer plutôt que de chercher à se protéger. Considérer le climat comme une ressource plutôt que lutter contre. Aujourd'hui, le raisonnement et l'application des normes, et notamment des normes environnementales ou des normes énergétiques, se fondent plutôt sur la stratégie de se protéger, selon un principe d'isolation et d'uniformité du confort intérieur. Nous voyons plutôt la question autrement, c'est-à-dire une relation avec le climat qui est plus positive. Comment utiliser au mieux les ressources naturelles, le soleil, l'air, la lumière, et gérer les variations du climat et faire avec, plutôt que de rechercher l'uniformité du confort. Nous avons toujours été intéressés par des systèmes très simples, qui peuvent être gérés par des gens, soit avec des automatismes simples et légers. Et nous avons beaucoup appris, déjà étant étudiants, ces structures de serres agricoles et horticoles et leur technologie nous intéressaient très largement. Et nous les avons très précisément étudiées pour voir en quoi ces structures-là, en fait, étaient parfaitement définies ou déterminées pour profiter au maximum de ce que le climat peut apporter, puisque dans l'agriculture ou dans l'horticulture, c'est une nécessité de développer le maximum de lumière, la chaleur, la ventilation, etc. En particulier, le climat intérieur de ces constructions, qui sont très simples, est géré par une combinaison de systèmes simples mais efficaces. Capter l'énergie du soleil et ses calories par la transparence, des rideaux isolants ou des rideaux d'ombrage
des rideaux isolants pour garder la température la nuit ou des rideaux d'ombrage qui sont couplés avec une ventilation naturelle très abondante, au contraire pour baisser la température en été. Mais aussi, ce qui nous intéressait à travers ces constructions-là, ce n'est pas au-delà de la technologie, c'est aussi la qualité de leurs espaces générés par ces installations, la transparence filtrable, la lumière naturelle et surtout le minimum de matière employée pour la construction. Donc il nous semblait que dans ces constructions-là, il y avait une recherche d'optimisation et en même temps une recherche de générosité qu'on aimait se dire qu'on pouvait l'appliquer aussi à l'architecture. Donc dans la plupart de nos projets, nous sommes inspirés de ce principe-là. Et nous avons réalisé dans presque toujours un principe de double enveloppe qui génère, comme ces serres ici, de l'espace intermédiaire climatiquement, qui est très efficace pour réguler le confort, pour économiser l'énergie et qui, en plus, peut procurer de l'espace d'usage en plus. Bien entendu, les serres, on ne peut pas imaginer habiter dans une serre telle qu'elle est, mais la combiner avec des espaces plus construits, plus fermés, plus isolés, nous a semblé très vite que c'était des solutions extrêmement intéressantes pour répondre à une qualité d'habitation et à une possibilité de dilater l'espace d'usage et surtout la variété de l'espace à habiter. Donc on s'est inspiré de ces, même en leur donnant des formes évidemment tout à fait différentes, comme cette première maison que nous avons réalisée, ça fait à peu près, ça fait 30 ans maintenant, donc la première maison que nous avons construite dans la banlieue de Bordeaux pour un couple de cheminots, donc qui avait à l'époque un budget de 55 000 € à peu près. Et en tant que jeune architecte, notre intention, notre ambition, et je dirais même notre obsession, c'était de pouvoir produire pour cette famille-là une maison qui soit vraiment hors des standards de ce qu'au départ ils avaient commencé à regarder avec des maisons préfabriquées, un peu étriquées, et puis surtout d'introduire à travers cet espace de serre un rapport avec l'extérieur qui soit un rapport permanent et un rapport de sensibilité, mais aussi un rapport d'efficacité. Donc cette serre qui est devenue en fait un espace de continuité, un séjour qui peut-être comparé avec les espaces intérieurs plus classiques est celui où finalement le changement s'opère le plus souvent. Chaque saison, il y a une reformulation de ce qui se passe à l'intérieur. L'été, les portes sont ouvertes et le mobilier part à moitié dehors. Donc c'est un espace de liberté qui change complètement la relation d'habiter dans un logement ou dans une maison. Nous l'avons aussi redéveloppé ensuite quand nous avons eu cette opportunité à Mulhouse de travailler à côté de la cité ouvrière, donc sur un projet pour la Somco, donc qui était un projet de logement social où le directeur de la Somco avait réuni quelques architectes et nous avait donné carte blanche pour faire des propositions avec néanmoins la contrainte incontournable de construire dans les budgets qui sont ceux du logement social. Donc là aussi, ce que nous avions voulu introduire, c'est cette dilatation en fait de l'espace de base du logement à travers ces jardins d'hiver, mais qui était aussi une architecture, un principe bioclimatique, donc qui, en offrant de l'espace en plus, permettait aussi de gérer la relation avec le climat par ce que ces structures introduisent en fait d'espace intermédiaire, de climat intermédiaire entre le dedans et le dehors. Et donc c'est des espaces qui sont après des espaces d'appropriation
très variés, donc chacun en fait ce qu'il veut. Pour le même maître d'ouvrage, la Somco, une opération aussi dans un ensemble plus dense, donc là c'est 59 logements rue Népère, où là encore, dans un système complètement différent, où on ne pouvait pas utiliser directement les serres telles qu'on les voit dans le monde horticole, mais une transposition de ce principe dans des jardins d'hiver, donc qui sont en avant très souvent des surfaces de séjour ou voire des chambres, et qui forment en fait un espace équipé d'un certain nombre d'éléments comme des rideaux thermiques ici qui permettent donc de réguler les variations de température d'hiver, d'été, mais qui sont complètement manipulés par l'habitant qui comprend très vite en fait cette relation avec le confort. Donc un espace efficace, mais un espace très capable, donc il peut largement s'ouvrir parce que l'été il faut largement ouvrir et ça devient des terrasses avec des principes de rideaux d'ombrage. Ce sont des espaces non chauffés. La paroi vitrée donc ferme le logement chauffé. Donc c'est un jeu d'échange en fait entre l'hiver, les parties chauffées, la partie non chauffée et l'extérieur. Et l'été, c'est un échange plutôt lié à la ventilation et l'ombrage qui est fait sur les façades. Donc sans rentrer trop dans le détail, mais c'est un fonctionnement, le jardin d'hiver est un fonctionnement extrêmement efficace. Et surtout, on peut y observer en manipulant donc les 4 éléments qui peut avoir un fonctionnement optimal par rapport au confort qu'il crée sur l'ensemble de l'habitation. Donc, il est composé de 4 parois. La paroi extérieure du jardin d'hiver, un rideau d'ombrage. Ensuite, on a un espace qu'on peut, dans le cas du dernier exemple, cet espace fait plus de 3 mètres. Et ensuite, on a la baie vitrée isolante qui ferme les pièces intérieures et un rideau thermique intérieur. Et la manipulation de ces 4 éléments, selon les saisons, donc soit complètement ouvert, par exemple la nuit, l'été, où une ventilation est nécessaire, soit complètement fermé l'hiver, la nuit, pour garder la chaleur à l'intérieur. Et ce jardin d'hiver, par exemple, l'hiver, eh bien, il offre à peu près gratuitement une température entre 7 et 8 degrés par rapport à l'extérieur. Donc, ça veut dire que le delta à couvrir par le chauffage est beaucoup moins important, alors qu'en été, c'est le phénomène inverse, c'est-à-dire que le jardin d'hiver largement ouvert va agir comme une grande terrasse qui fait en sorte que les façades vitrées ne soient pas ensoleillées et donc ne s'échauffent pas. Et puis déjà en 1992, réalisé en 1995, donc à l'université de Grenoble, qui est une université pour les arts et sciences humaines, eh bien, nous avions introduit déjà ce principe de double façade, de jardin d'hiver. Donc dans ce cas-là, il n'est pas habité, si ce n'est par des plantations, mais il introduit déjà ce tampon thermique entre les façades des espaces chauffés et l'extérieur, et notamment, par exemple, ici, les espaces de la bibliothèque qui ont cette vue sur ce jardin d'hiver, donc où la partie sud était plantée de bougainvilliers, donc ce filtre aussi poétique entre le dedans et l'extérieur. Faire avec la valeur d'un lieu, c'est déjà reconnaître par l'observation quelles en sont ses qualités, quelles en sont ses valeurs. Nous avions été invités par la ville de Bordeaux dans le cadre d'un grand programme d'embellissement des places de la ville. Nous avions été invités à travailler sur cette petite place qui était un petit peu à l'écart du centre-ville. Et donc, on avait 4 mois pour proposer un projet d'embellissement. Ce qui était attendu, c'était de refaire les sols, de transformer, de dessiner des bancs, de refaire les éclairages, etc. Et donc, on a été plusieurs fois sur place, regarder avec attention ce qui composait cet espace-là. Et
tout ce qu'on y voyait avait des qualités assez fondamentales, et on voyait aussi par ailleurs quelques petits problèmes, des questions très simples de dangerosité d'un carrefour, d'un container de verre qui était mal placé, qui faisait trop de bruit, ou les arbres qui devaient être traités parce qu'ils coulaient sur les bancs en automne et les gens ne pouvaient pas s'asseoir. Et donc, 4 mois après, donc, on est retourné rendre notre travail, donc avec présentation. Et la réponse que nous avons faite était de dire à la question de l'embellissement de la place, notre observation nous a conduit à dire que la place est déjà belle. Et nous avons décliné tous les arguments en détail qui permettaient d'argumenter ça. Et nous avons proposé de ne rien faire comme projet. Faire avec des lieux abandonnés pour les réutiliser, les faire revivre, pour inventer des usages. C'était l'objet de ce concours à Dunkerque, dans ce bâtiment-là, qui était un ancien bâtiment des chantiers navals de la ville de Dunkerque. Et ce bâtiment-là, dont on voit ici dans son environnement à l'époque, donc qui était très dense, et donc on voit le bâtiment sur la gauche en bas. Ce bâtiment-là, en fait, avait une valeur spéciale, en fait, notamment pour tous les ouvriers, parce que c'était le dernier espace dans lequel les pièces des bateaux venaient pour être assemblées et après partaient dans l'eau. Et donc cet espace-là était appelé la cathédrale. Alors dans l'évolution du quartier, les chantiers navals ont été totalement détruits et seul ce bâtiment a été conservé parce que il y a eu quand même de la part des habitants de la ville ont manifesté le souhait que ce bâtiment-là soit gardé comme une mémoire du lieu. Donc ce qu'on nous demandait, c'était à l'intérieur de ce bâtiment d'installer le FRAC de la région Nord. Donc ça veut dire à peu près un programme de 7000 m², pour moitié les réserves des œuvres d'art, donc qui doivent être conservées dans des conditions très contrôlées, de température, d'humidité, pas de lumière, etc. Et pour moitié, donc, une petite partie d'administration, mais une grande partie qui était des espaces d'exposition, puisque c'est au moment à peu près où les FRAC ont fait évoluer leur mission vers le fait de montrer aussi, d'exposer aussi les œuvres qui avaient été acquises, alors qu'auparavant, elles étaient plutôt destinées à des prêts envers des écoles, des lieux publics, voire des musées. Donc ça a généré en fait en France toute une nouvelle génération de FRAC qui, après une trentaine d'années de fonctionnement, avait acquis une richesse de collection assez impressionnante et donc la volonté de pouvoir aussi montrer ces espaces-là. Alors, comme souvent dans tout concours, la première étape, c'est de visiter les lieux. Et quand on nous a ouvert la porte de ce grand bâtiment, c'était absolument impressionnant de voir ce volume, avec cette lumière en très bon état, parce que c'est un bâtiment qui a été fait avec des ponts roulants pour porter des charges évidemment importantes, un sol très, très solide, renforcé, sur lequel on pouvait porter quelques 5 tonnes par mètre carré ou comme ça, donc un vide avec un potentiel extraordinaire. Et assez vite, une intuition, un sentiment qu'on a eu étant au milieu de cet espace, que c'était que le remplir n'était pas une bonne solution, que c'était le perdre. Donc très longtemps, cette intuition nous a suivis et on s'est demandé comment est-ce qu'on peut à la fois construire donc ce FRAC avec ses réserves et ses salles d'expo, et en même temps garder ce vide qui a un potentiel extraordinaire pour y faire des expositions, mais aussi n'importe quel événement, des concerts, des événements sportifs, etc. Et donc, on a cherché tout le temps du concours la façon de... Alors, on a commencé à faire l'exercice de le remplir, évidemment, et
ce qui était clair, c'est que déjà le remplir faisait perdre toute la qualité de ce lieu, déjà parce qu'il fallait mettre des planchers tous les 3-4 mètres, il fallait réisoler tous les murs extérieurs, donc complètement remplacer aussi tous les matériaux. Et donc finalement, la proposition qu'on a faite, c'était de garder le vide et de construire un double, ce double qui lui pouvait répondre à toutes les, en tant que bâtiment neuf, à toutes les qualités ou les performances qu'on lui demandait, et tout en gardant d'ailleurs à côté de ça le vide. Et donc ce qui permettait d'un côté d'être très, très dense avec ce nouveau bâtiment et de l'autre de garder le vide et donc d'offrir au FRAC un potentiel supplémentaire d'exposition. Et donc, c'est ce qui a été fait. Le projet a failli ne pas se faire parce que, dans un premier temps, la commission technique nous avait mis hors concours. Et puis, finalement, le jury a insisté en disant « Mais pourquoi? Est-ce qu'il y avait des règles qui dans le concours, qui imposaient de ne pas se mettre dedans ?» Et comme il n'y en avait pas, et bien, finalement, ils ont réintégré le projet dans la discussion. Et au final, on a gagné le concours et on a pu construire ce bâtiment. Donc ça, c'était à l'ouverture. Donc ce bâtiment nécessitait lui-même assez peu d'intervention. Il avait été rénové peu de temps avant. Donc il fallait simplement faire ce qui relevait de la sécurité incendie pour y recevoir beaucoup de public, ajouter beaucoup de puissance électrique pour pouvoir faire des événements. Et puis on a réinstallé le pont roulant qui avait été démonté de manière à pouvoir aussi générer des expositions de grande envergure qui pouvaient se faire ici. Et là, donc, on est plutôt dans le bâtiment nouveau. Donc, ce bâtiment nouveau, lui, il est composé en fait d'une espèce de caisse intérieure, de boîtes très fermées, très isolées, dans lequel on retrouve la conservation des œuvres d'art. Et puis, distancé de cette boîte, on a une deuxième enveloppe, donc, qui, elle, est exactement de la même forme que le bâtiment existant et qui, elle, est plutôt transparence avec les mêmes principes de filtrage, d'espace intermédiaire, etc. Donc, ce qui permettait, en fait, d'être plus efficace aussi dans les installations qui sont nécessaires pour obtenir les températures, l'humidité, etc., qui sont requises dans les réserves et dans les salles d'exposition, minimiser en fait les impacts énergétiques par cette double façade, cette double peau thermique. Donc ici, on voit l'interstice qui existe entre le bâtiment neuf et le bâtiment existant. Et cet interstice, en fait, est le résultat En fait, le plan de masse prévoyait une voie piétonne, une voie ou cyclable qui longeait la halle existante. Et donc, on a maintenu ce principe-là. Mais ça veut dire qu'à ce moment-là, on passe à travers l'ensemble des bâtiments. Donc des plateformes aussi qui permettent non seulement de faire monter les œuvres d'art dans les réserves ou dans les salles d'expo, mais aussi d'avoir des possibilités comme ça de vue par le dessus. Et puis tout le temps ces rapports entre d'un côté les espaces très fermés dans lesquels on a soit les œuvres d'art, soit des vidéos, soit des expos, ou d'autres espaces qui eux sont des espaces, ici on est dans l'espace intermédiaire entre deux, où là on est en rapport, en relation avec le paysage, et ça offre aussi des espaces qui n'étaient pas dans le programme, mais qui sont aussi pleinement utilisés pour des œuvres d'art, et notamment celles qui n'ont pas un besoin très particulier de conditions climatiques. Alors bien entendu, par l'optimisation de la construction du nouveau bâtiment, la proposition était de construire plus, mais sans dépasser le budget, et donc c'est ce qui a été fait à travers le bâtiment. Et puis le dernier volet qui peut-être un peu plus fourni, parce que c'est un sujet qui nous mobilise beaucoup depuis plusieurs années, c'est la question de faire avec les logements existants, transformer, réutiliser, améliorer, agrandir, faire durer, réinventer, faire plus avec moins. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, et on a spécialement étudié
les quartiers, ou les grands ensembles, ou les bâtiments de cette époque des années 60-70, donc où il y a eu une construction massive en France, mais pas seulement, partout, dans les villes ou dans les périphéries des villes, de ces grands ensembles de logements, et qui, à cette époque, en fait, il faut s'en souvenir, qu'ils portaient en fait une vision très optimiste du futur. Ils portaient une vision d'un nouveau mode de vie qui était accessible à tout le monde. Et d'ailleurs, il reste de cette époque aussi des films célèbres, et notamment ce film de Jean-Luc Godard, de la Nouvelle Vague, qui s'appelait « 2 ou 3 choses que je sais d'elle », et qui, avec Marina Vladi, donc, qui avait été tourné à La Courneuve, et qui, à l'époque, donc, vantait ce nouveau mode de vie associé à la liberté, à l'émancipation. Et donc, c'est intéressant de reprendre cette histoire, de se repencher dans cette histoire, pour aussi faire en sorte de ne pas considérer que ça n'est que mauvais, que ça n'est qu'une erreur. Alors, c'est vrai que aujourd'hui, ces endroits ne représentent plus vraiment des modèles. Et dans beaucoup de villes, après l'utopie des années 60, 70, eh bien, ça a été le désenchantement. Et beaucoup de ces endroits sont aujourd'hui soit négligés, soit rejetés. Et en tout cas, quoi qu'il en soit, et partout, la question de leur futur est depuis quelques années une question très importante dans toutes les villes. Donc en France, dans le début des années 2000, un programme important de rénovation urbaine a été engagé, donc qui s'est mis à l'œuvre un peu plus tard, à partir des années 2005, et qui était basé sur la démolition et la reconstruction d'un nombre important de logements, autour de 200 000, donc c'était la prévision. Donc on a beaucoup étudié ces questions-là, parce que quand ce programme a été annoncé, et nous avions de notre côté, et notamment avec notre ami Frédéric Druot, avec qui on travaille sur ces sujets-là depuis 20 ans, nous avions eu aussi une expérience à Bordeaux d'un immeuble emblématique sur les bords de la Garonne, qui avait été comme ça abandonné, puis sa dégradation avait été activée presque, et puis il avait été démoli, alors que c'était une situation d'habitation plus qu'intéressante. Donc on a voulu étudier ces questions-là, parce que pour nous c'était assez difficile d'imaginer que tout ça était si mauvais que la démolition était la seule solution, et une démolition massive, comme si tout un pan de notre histoire, histoire d'architecture contemporaine, était à ce point désastreux qu'il fallait l'oublier et le faire disparaître. Mais aussi, c'est une histoire de chiffres, et on a beaucoup étudié les programmes, notamment à travers des opérations de démolition qu'on a étudiées très en détail. Et déjà, les budgets qui ont été définis pour ce programme de démolition-reconstruction, et en fait, représentent, c'est des chiffres de l'époque, du début, qui certainement aujourd'hui ont encore un peu évolué, mais qui sont à peu près autour de ça, 165 000 € par logement démoli et reconstruit. Quand, à côté de ça, la rénovation simple des logements qui n'étaient pas démolis était chiffrée autour de 15 000 à 20 000 €. Et ce qui ne représente pas une marge très importante de rénovation. C'est une rénovation à peine technique. Et c'est vrai que, comme je l'ai entendu tout à l'heure, la rénovation technique n'est pas suffisante pour redonner un cycle de vie de long terme et un cycle de vie ambitieux à un logement. Et entre les deux, donc, aucune possibilité. Donc, ce qu'on a voulu étudier, c'était, peut-être que ça pourrait répondre sur le thème de l'alternative, mais c'était si on se plaçait dans la situation de la transformation,
c'est-à-dire ce n'est pas la démolition et ce n'est pas une simple rénovation, mais quelque chose de beaucoup plus ambitieux, c'est-à-dire qui redonne pour longtemps des qualités architecturales, des qualités spatiales, des qualités de logement, et aussi évidemment la mise à niveau de tous les obsolescences, qu'elles soient thermiques, acoustiques, ascenseurs, etc., etc. Et donc, dans tous les cas d'études qu'on avait fait, partant d'éléments concrets du programme de l'ANRU, eh bien, on voyait qu'il y avait toujours des solutions pour transformer avec des estimations de coûts de 55 000 € à peu près par logement, ce qui représente quasiment un tiers de la démolition-reconstruction. Et donc, on était arrivé un peu à cette position assez radicale, mais qui peut-être était nécessaire pour nous face à la radicalité de la démolition, de dire ne jamais démolir, ne jamais retrancher ou supprimer, toujours ajouter, transformer, utiliser. Et on a produit à l'époque donc ce travail de recherche, donc on a appelé PLUS, donc qui s'appelait en sous-titre les grands ensembles de logements, territoires d'exception, où c'était précisément le rapport de ce travail précis d'études sur des cas concrets pour analyser les possibilités, le potentiel, et surtout peut-être de démonter aussi les affirmations qui sont souvent à la base de ces décisions de démolition, c'est-à-dire que premièrement, tout est mauvais, tout est obsolète, et qu'il n'y a rien à tirer, que les structures sont plus bonnes, que l'acoustique n'est pas réparable, etc., etc. Et deuxièmement, que ça coûte beaucoup plus cher de rénover, transformer, que de démolir et reconstruire. Et donc, on a voulu faire ce travail très précis pour vraiment aller au fond du sujet avec des estimations, des quantitatifs. Donc, à l'époque, on avait fait 5 cas d'études dans des régions différentes. Et donc, pour arriver à la conclusion que toutes ces choses-là étaient des affirmations erronées qu'il faut remettre en question dans une démarche plus pragmatique et plus ouverte sur la prise en compte de ce qu'on a déjà entre les mains. Et puis surtout, ça nous avait amené à regarder en fait qu'est-ce qui manquait pour transformer ces logements, alors non pas seulement sur les plans énergétiques, sécurité incendie, etc., mais pour transformer vraiment la qualité du logement et peut-être pour un certain nombre faire ce qui n'avait pas été fait à l'époque. Parce que à cette époque de construction, 60-70, il y a des très bons exemples où on voit des immeubles de logement où les concepteurs, les architectes ont donné ces qualités, des grands balcons, des espaces ouverts, et ce sont aujourd'hui des immeubles qui sont encore en pleine qualité et que souvent les gens qui les habitent ne veulent pas les quitter. Et simplement parce qu'à un moment donné, il y a eu d'un côté, partant des mêmes systèmes de construction, d'un côté, il y a eu une attention pour la qualité du logement, pour les habitants, alors que de l'autre, on a raisonné en quantité, en plan masse et en milliers d'unités à construire. Mais je pense qu'il ne faut pas avoir l'arrogance non plus de juger ce qu'ont fait des gens dans le passé et se dire mais qu'est-ce qu'on peut faire pour continuer, pour transformer cette situation. Et donc, partant de ces situations-là, si on ouvre un peu plus ou si on donne un espace extérieur, eh bien, on peut considérer qu'on a porté ces immeubles dans une qualité nouvelle qui leur permet de répondre pour les 20, 30 années à venir à une qualité, en tout cas à ce qu'on attend tous, de la qualité d'un logement. Et donc avec cette idée on y revient encore, qu'un logement, c'est plus qu'un minimum dans lequel on habite. C'est pas la question du minimum en logement ne devrait pas exister. On devrait plutôt parler de maximum, qu'est-ce qui est le mieux, et que finalement un logement devrait toujours avoir les mêmes facilités qu'une villa, c'est-à-dire ouvrir de la lumière, avoir un espace extérieur. Bon, l'exemple peut-être ici est extrême, mais c'est aussi un imaginaire, c'est aussi un rêve. Et quand on fait des opérations de logement, eh bien, il faut tendre à ce rêve qui est le nôtre, mais qui est aussi le rêve des habitants. Alors, après ce travail-là, je pense qu'on a eu très très peu d'occasions de
de pouvoir le concrétiser, mais il se trouve quand même qu'on a rencontré ici ou là des maîtres d'ouvrage publics qui étaient dans la même démarche et pour lesquels on a pu travailler. Donc ce premier projet, Paris, la Tour Bois-le-Prêtre, donc terminé en 2010, donc une tour de 96 logements, bon, qui faisait partie d'un ensemble construit à l'intérieur du périphérique dans les années 60, qui à l'époque étaient des bâtiments de bonne facture, de bonne qualité, d'une architecture bien pensée pour le logement, mais avec évidemment tous les manques qu'on peut observer sur ces architectures, c'est-à-dire manque de aucune qualité d'isolation, donc des écarts thermiques trop importants, mais en termes d'architecture et de qualité des espaces, il y avait des loggias, il y avait un rez-de-chaussée surélevé avec des espaces collectifs en bas. Et puis, dans une première rénovation strictement thermique, dans le début des années 80, eh bien, cet immeuble a été transformé en un immeuble banal, simplement recouvert d'isolants et de panneaux amiantés, et qui a transformé toutes les loggias dans des petites fenêtres, réduisant la lumière, alors que la vue à cet endroit-là est tout à fait large et généreuse. Donc ce qu'on avait proposé à l'occasion du concours, c'était de partir du logement, de dire la question n'est pas celle de la tour, elle est la question de comment on y vit à l'intérieur, c'est-à-dire comment sont les logements, qu'est-ce qu'ils ont de bien qu'il faut garder, qu'est-ce qui n'est pas bien qu'il faut transformer ou qu'il faut rénover. Et deuxièmement, donc, c'était de faire le projet et les travaux en site occupé, donc tous les habitants qui étaient là et qui le souhaitaient pouvaient rester et d'une certaine manière aussi être partie prenante de l'opération. Donc ça, une fois le concours passé, donc, le premier travail a été de visiter tous les logements et de faire ces inventaires en fait très précis, mais qui étaient aussi à travers ces inventaires une façon aussi de rencontrer les habitants, c'est pas toujours facile de rentrer en contact. Il y a un passif, il y a toujours une crainte. Donc c'était aussi une façon très simple et très directe de rentrer en contact avec les gens. Et donc de s'assurer aussi qu'à travers ça, est-ce que tous les logements répondaient aux besoins des familles? Parce que finalement, les gens ne demandaient pas, même ceux qui n'étaient pas bien installés, ne demandaient pas à partir parce qu'ils voulaient rester dans ce quartier-là. Et donc, on avait des situations d'habitants assez âgés qui étaient là depuis longtemps, qui avaient des très grands logements dont ils n'avaient plus besoin, et puis des familles plus jeunes qui avaient des petits logements et qui auraient aimé un plus grand, mais il n'y avait jamais eu de discussion possible avec leurs propriétaires pour pouvoir régler ces situations sur place. Donc on a fait ce travail-là de visiter les gens. Il y a eu en parallèle un travail dans lequel on n'était pas, qui a consisté à recueillir l'expression des besoins, les capacités de loyer aussi pour un appartement plus grand, etc. Et après, donc, on a fait un peu la synthèse de tout ça. Et ça a conduit, en fait, à proposer comme ça des mouvements à l'intérieur de la tour. À peu près une quarantaine de familles sur les 96 n'étaient pas installées dans la typologie qui convenait à la taille de leur famille. Et donc, ça a été le résultat de ce travail de pouvoir réinstaller tout le monde dans les conditions les plus proches de leurs besoins. Et puis après, de faire en parallèle un travail sur l'immeuble qui permettait de sortir donc de cette configuration et de proposer des extensions, des balcons, des jardins d'hiver. Donc après, c'était le travail du chantier de faire ces extensions par l'extérieur. Le travail en site occupé qui oblige à une méthode très particulière et de réfléchir très en amont à la façon dont on va faire les travaux, et donc avec une évidence que
Les travaux lourds intérieurs, de modifier des murs porteurs, sont évidemment à exclure parce que ça ne serait pas compatible. Mais donc la question de l'addition permet aussi de régler quelquefois, et même très souvent, la contrainte que pourraient amener des murs qui contraindraient un espace. Donc dans ce cas-là, l'addition tout autour de la tour, de cette couronne d'à peu près 2,50 m d'épaisseur, donc appliquée sur la totalité de la tour, avec au fur et à mesure qu'on montait la dépose des anciennes façades, de l'amiante, et la repose des nouvelles façades. Et donc, avec les habitants restant dans leur logement, ou les changements qu'on a vus dans les schémas précédents, cette transformation, ici on voit le cas typique de la façade d'origine. Devant, c'était une loggia, mais qui avait été fermée par ces fenêtres qui réduisaient l'espace, et donc la transformation dans cette nouvelle configuration, avec le jardin d'hiver à même niveau que l'intérieur, et donc cette surface intermédiaire en plus qui est complètement laissée à l'appropriation de chaque habitant. Et puis aussi l'occasion de retrouver un peu plus de fluidité, un peu plus de qualité dans les espaces communs, de réouvrir les salles d'activité du rez-de-chaussée qui avaient été fermées, et de transformer le hall qui avait été grillagé dans un hall plus spacieux, voilà, de manière à retrouver aussi cette qualité générale qui replace le bâtiment dans un long terme, avec étant du logement social public, donc une discussion aussi en marge de ça entre les locataires regroupés en association et le bailleur social, pour discuter aussi les conditions de loyer qui évidemment devaient rester cohérentes avec la notion de logement social, et puis l'immeuble transformé à la fin. Une autre opération de plus grande envergure à Bordeaux, donc dans un quartier complètement moderne des années 60. Alors évidemment, une situation complètement différente, puisque ici on est dans un ensemble qui jouxte la vieille ville à Bordeaux, et qui est très proéminent par sa hauteur, alors que Bordeaux est une ville assez basse. Et c'est un quartier qui a été construit là aussi dans les années 60, donc avec un ensemble de 4000 logements à peu près, mais dont la proximité avec le centre-ville fait qu'aujourd'hui c'est devenu un quartier beaucoup plus urbain, parce que tous les équipements ont été faits, il y a la proximité des transports, et donc en fait une situation qui est beaucoup plus intéressante et beaucoup plus normale que quand on est dans des quartiers vraiment périphériques. Et donc les 3 immeubles sur lesquels on avait à travailler, c'était les 3 immeubles devant. La ville de Bordeaux, donc 530 logements, ça représente. La ville de Bordeaux avait envisagé de les démolir, et donc le bailleur social, depuis quelques années, avait un petit peu limité les opérations d'entretien. Et à la faveur d'un changement de direction, le nouveau directeur, lui, était pas du tout d'accord avec la démolition, et donc il a commencé d'abord un travail de reprendre la maintenance, de reprendre les relations avec les habitants, de remettre un peu dans une situation positive l'ensemble de l'immeuble, et puis après, donc, il a convaincu la mairie de faire une opération de transformation. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que démolition, reconstruction de 530 logements, c'est une opération qui prend 10 ans, parce que reloger 530 familles, ça veut dire qu'il faut reconstituer l'équivalent du nombre de logements, et que ça épuise quand même pendant un certain temps les facultés de création de logements neufs dans un quartier. Donc ça, c'était aussi un argument assez important. Alors, situation différente, mais la stratégie est la même, c'est-à-dire, et les objectifs, c'est-à-dire améliorer significativement la qualité des logements, tout en mettant aussi à niveau les immeubles sur les plans techniques, énergétiques, etc. Donc, ce qui est important, là encore, les immeubles étaient complètement occupés. Donc, la stratégie qu'on a proposée, c'était là aussi de faire un projet de transformation en site occupé, donc sans déménagement des habitants. Il n'y avait pas, dans ce cas-là, comme à Paris, de
d'inadéquation en fait des occupations, c'est-à-dire que globalement les occupations étaient correspondantes avec les typologies. Et donc, ça a été un travail qui a démarré sur la conception de cette transformation. Alors, ce qui est très important, c'est de ne pas rester à regarder les immeubles comme ça. C'est de ne pas rester de loin. Parce qu'effectivement, de loin, on peut trouver ça laid, on peut trouver ça inacceptable, mais il faut aller dedans, il faut rentrer. Il faut aller voir les logements, il faut rentrer, parler avec les gens, et surtout se rendre compte, après ces visites, que les intérieurs sont des richesses. C'est-à-dire que la plus-value, la valeur, qu'on ne le voit pas dehors, elle est à l'intérieur. C'est inimaginable de voir les intérieurs, les collections qu'il peut y avoir. Les gens collectionnent énormément de choses. Donc, c'est des petits musées. C'est tout ça avec beaucoup de soins, beaucoup d'attention. C'est vraiment... quand on sort d'ici, en fait, on est très touché par ces situations-là. On sort avec l'idée qu'en fait, c'est pas une barre qu'il faut rénover, mais que c'est 530 logements et que surtout, il faut faire attention de ne pas détruire parce que c'est les environnements des gens auxquels ils tiennent. Et c'est aussi quelquefois pourquoi ils ont une résistance à transformer ou à partir, parce que c'est quelque chose qu'ils ont patiemment construit. Donc les principes proposés ici, ramenés à un logement, donc c'était encore une fois de prévoir ces extensions. Alors ici, c'était simplement sur une face, parce qu'on était dans un immeuble très fin, avec 2 tiers des logements traversants et 1 tiers des logements monorientés côté sud. Et puis donc, pour trouver plus de fluidité, plus de communication entre l'extension, mais aussi pour faire rentrer un peu plus la lumière, donc la transformation des fenêtres en porte-fenêtres, donc de manière à pouvoir créer aussi, un peu comme dans une maison, cette possibilité de sortir par la chambre, de rentrer par le séjour, par la cuisine, etc. Et donc appliqué à une portion d'un logement. Donc ici, on voit une portion autour d'une cage d'escalier, donc avec l'extension du côté sud. Idéalement, c'est sûr qu'en termes énergétiques, un jardin d'hiver des 2 côtés aurait été beaucoup plus efficace, mais économiquement, il y avait un choix à faire, et donc Bordeaux n'étant pas non plus une région très froide, donc on a fait le choix de faire plutôt un jardin d'hiver plus grand du côté sud et d'améliorer les fenêtres, etc. du côté nord. Donc par exemple pour un logement monorienté, ça correspond pratiquement à un doublement de sa surface avec des connexions de chaque pièce dans le jardin d'hiver. La méthodologie des travaux est extrêmement importante et elle doit être pensée au moment de la conception du projet, parce que on implique dans la réalisation les habitants qui restent là. Donc, il faut que les choses soient faisables, qu'elles puissent aller rapidement et que la méthodologie soit bien rodée avant de commencer le chantier. Donc, c'était aussi ce travail-là qu'on avait fait, de réfléchir au moment du concours, comment faire. Donc, l'application à tous les logements, toutes les façades, parce qu'il n'y a pas lieu de faire des distinctions, des variations. Si c'est un principe d'extension qui améliore radicalement les logements, il faut le faire partout. Et donc, la transformation d'une des barres, donc c'est une des 2 grandes barres, donc avec le processus d'extension, donc qui est un processus par l'extérieur pour commencer, et puis la finalité donc de ce que sont devenus les immeubles après, donc avec ce processus donc d'éléments préfabriqués qui sont faits à 1 kilomètre à peu près à côté du chantier, donc parce qu'on n'avait pas trop la place sur site, qui sont amenés et construits directement, un principe de fondation indépendante, puisqu'on ne peut pas faire porter tout ça sur les bâtiments existants, et donc avec un travail très précis, donc guidé par quelques ouvriers, du camion à la construction, ensuite la préparation de l'étage supérieur, les rangées de poteaux, et puis les autres planchers qui arrivent.
Et une fois qu'on a fait ça, donc quand on a quelques planchers construits, là, jusqu'à maintenant, la vie intérieure n'est pas bouleversée puisqu'on n'a pas encore commencé à toucher les façades. Donc après, là, on peut commencer le travail sur les façades avec l'engagement qui était pris auprès des habitants et qui était demandé aussi d'ailleurs par le propriétaire, qui était que le remplacement des façades d'un logement ne prenne pas plus que 2 jours. Donc le premier jour, c'était le sciage des allèges, la dépose des vitrages, des fenêtres, et puis le lendemain, les nouveaux châssis, et puis ce qui continue jusqu'à la livraison du jardin d'hiver et la possibilité pour l'habitant d'en prendre possession. Donc le premier travail, c'est de mettre une protection intérieure qui permet donc aux habitants de rester. Si c'est trop bruyant ou s'ils veulent, il y avait 1 ou 2 logements libres où ils pouvaient aller passer la journée, mais chaque soir, le principe était de rentrer chez soi. Donc les sillages d'allège, et puis le lendemain, donc le processus des baies vitrées, et puis le processus de finition autour des allèges pouvait se faire tout de suite, ou bien avec les travaux intérieurs qui faisaient l'objet d'une méthodologie ou en tout cas d'un rythme séparé. Et donc cette transformation opérée par ces travaux-là, donc ce principe de jardin d'hiver plus balcon, donc c'est un ajout de 4 mètres en avant. Et donc là encore, un travail alors, pas du tout de la même ampleur que ce qu'on avait fait à Paris, parce que 530 logements, on peut difficilement envisager d'avoir une relation directe avec chaque habitant, mais on a fait beaucoup de réunions thématiques, de réunions par escalier. Donc, enfin, il y a eu énormément et un accompagnement très très fort aussi du bailleur social, notamment dans la phase de chantier pour aider les déplacements de meubles, pour beaucoup et une personne dédiée de l'entreprise et du bureau d'architecte tous les jours pour accompagner comme ça le processus auprès des habitants. Un autre logement donc qui s'est transformé comme ça avec donc ces jardins d'hiver qui très vite sont occupés de différentes manières. Certains sont très boulimiques et l'occupent beaucoup très vite, et d'autres qui sont plus attentistes et qui commencent un peu, mais avec beaucoup d'esprit d'invention, de créativité. Et donc cette transformation qui part de l'intérieur en fait et qui se fonde sur l'amélioration de l'espace du logement, elle produit de fait une transformation assez radicale de l'immeuble existant. Et puis on a ajouté quelques logements sur le toit parce qu'il manquait quelques grandes typologies. Donc on a profité des toits plats pour installer quelques grands logements, donc qui eux sont un peu comme des maisons sur la toiture, avec là encore une construction très très simple et qui devait être très légère par rapport à précisément ne pas apporter trop de poids sur la structure existante, mais qui produit des logements très, très beaux, très agréables, avec ces vues imprenables. Alors quelques chiffres quand même pour montrer les aspects positifs de cette transformation. Donc sur ces 500 logements, donc 100% d'existants ont été conservés, 20% a subi une rénovation importante, les halls, les ascenseurs, les salles de bain ont été refaites et toute l'électricité, et 80% en rénovation plus légère, puisque beaucoup de pièces étaient bien entretenues, donc c'était quelques peintures ici ou là. Sur l'ensemble, en fait, le projet a produit 53% de surface en plus, ce qui représente en gros une moyenne de 50 mètres carrés utiles par logement, mais dans l'utile, on compte donc les jardins d'hiver, les balcons, et aussi les celliers qu'on a réintégrés, puisqu'avant, ils étaient extérieurs, et donc on les a fermés pour les réintégrer. En termes d'efficacité, donc le jardin d'hiver, le remplacement des baies vitrées, des interventions aussi sur les conduits de chauffage, un certain nombre, les ascenseurs changés, donc un certain nombre d'interventions cumulées font que sans une technologie très spécifique, en fait, l'énergie primaire a été divisée par 3, et l'empreinte carbone, en fait, si l'on compare la transformation à la même opération démolition-reconstruction, conduit à consommer 2 fois moins, 50% de moins de carbone dans le cas de la transformation que l'opération démolition-reconstruction. 100% des immeubles
était occupé pendant les travaux, donc pas de déménagement. Et il n'y a pas eu d'augmentation de loyer plus charges qui est resté à son prix. Donc les charges étant diminuées, puisqu'il y avait donc des charges énergétiques ou des charges d'entretien qui étaient diminuées. Donc ça a été aussi le résultat des discussions entre le bailleur et l'ensemble des habitants. Le coût de la transformation, donc 52 000 € de logement, donc quand même une petite partie non négligeable qui a été affectée à traiter l'amiante qui était dans toutes les anciennes fenêtres, alors que la démolition-reconstruction avait été estimée à 160 000 €. Et aussi, ce qui est intéressant, c'est de voir que 80% de cette opération a été financée par l'Office HLM Aquitanis lui-même, donc par des fonds propres, mais par aussi un crédit, et simplement 20% de subventions publiques. Donc c'est une opération qui aussi, au niveau des chiffres, démontre aussi son intérêt. Alors, je peux terminer très rapidement parce que c'est un troisième cas, mais qui, lui, est aussi très intéressant pour d'autres raisons, donc à Saint-Nazaire, où là, on est aussi dans un quartier, donc quartier des années 60, avec un ensemble de tours, de petites tours, grands tours, de bars, et on nous demandait donc de travailler sur la petite tour qui est en bas à gauche, enfin à gauche de l'écran, donc le quartier La Chênaie. Et donc là aussi, ça commence comme toujours par réfléchir sur l'amélioration du logement lui-même. C'était des logements qui par l'intérieur, étaient très peu transformables, puisque c'est un procédé de construction par tunnel, et qui, en termes d'espace intérieur, était plutôt bien conçu, mais avec un problème qui était signalé par tous les résidents, même si la tour était à moitié vide. C'était la salle de bain qui était beaucoup trop petite. Et donc, le projet par-delà, c'est de dire, on va passer la salle de bain dans la petite chambre qui faisait 9 mètres carrés et on va construire à l'extérieur une addition qui va remplacer la chambre perdue, qui, au passage, on pourra la mettre à des dimensions qui permettent l'accessibilité. Et cette chambre est rattachée donc au reste du logement par un jardin d'hiver et un balcon. Et donc, ça produit un nouveau logement qui a gagné au total à peu près une trentaine de mètres carrés. Mais ce qui était intéressant aussi dans un cas comme ça, et c'est des cas qu'on retrouve beaucoup dans les villes, en fait, et notamment dans ces quartiers, c'est que si on a un sentiment de compression, de densité, de congestion dans les immeubles, l'emprise au sol des bâtiments est quand même relativement faible. Dans un cas comme ça, c'était moins de 10%. Donc ça veut dire qu'on avait beaucoup de surface au sol, donc soit en espace vert, donc d'une certaine qualité, mais aussi en parking surabondant, qui, pour la plupart, n'étaient plus utilisés. Donc ce qu'on a recherché en même temps, c'était de se demander si dans cette situation-là, il y avait aussi une capacité de densification, compte tenu de la difficulté aussi pour les bailleurs, les villes, de trouver des terrains qui soient proches des centres et pour éviter d'aller construire trop loin en dehors des villes. Et donc, on a proposé de construire sur les parkings qui étaient autour de la tour 2 ailes supplémentaires, donc qui permettaient d'ajouter 40 logements et qui permettaient aussi de créer des nouvelles cages d'escalier et donc de dédensifier un petit peu l'intérieur de la tour principale. Donc on voit ici en bleu les nouvelles ailes qui étaient proposées. Donc le projet a été accepté comme ça et donc on a pu construire. Alors dans ce cas-là, c'est pas été en site occupé parce que le bailleur a préféré vider les immeubles. Mais finalement, on s'est aperçu que c'était que contrairement au site occupé où finalement les habitants font une certaine protection de l'immeuble et donc où on peut aller relativement vite, eh bien un immeuble qui n'est pas occupé, on a eu des feux, on a eu beaucoup de choses qui ont retardé en réalité le chantier. Donc le site occupé, on peut dire souvent que c'est quand même presque un atout. Et donc voilà, un procédé de construction, donc plutôt construction à sec, donc qui se montait relativement rapidement, donc enrobage de la tour, donc qui nous permettait à la fois, comme on voit en arrière-plan, de transformer l'immeuble existant, et en premier plan, donc c'était la nouvelle extension, donc avec des capacités, des qualités de logement.
d'arriver pour les deux, le transformé et le neuf, à donner des qualités de logement équivalentes, donc de l'ouverture, de la lumière, des espaces semi-extérieurs, extérieurs, donc là aussi la question du jardin d'hiver. Et là, donc, les nouveaux logements qui, eux aussi, ont des qualités spatiales étendues. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir que, en fait, c'était censé être un peu un prototype, puisque, en fait, appliqué sur tout ce qu'on voit dans le plan du haut, c'est-à-dire tous les espaces en blanc, c'était des espaces de parking ou des espaces inoccupés, et donc d'appliquer ce procédé de transformation adapté selon les bars, les tours, etc., nous permettait en fait, sans perdre de qualité de l'espace vert, mais plutôt de renforcer ce qui était déjà là, de gagner à peu près 200 logements sur un terrain déjà acquis et déjà viabilisé, et donc de justifier aussi la construction de nouveaux équipements. Alors pour conclure, les villes offrent des situations comme ça partout. Si on y prête attention, il y en a des multitudes. Donc ça, c'est un travail qu'on avait fait dans la communauté urbaine de Bordeaux, où on avait identifié comme ça ces situations-là, mais ce qui implique un travail d'observation très près, encore une fois un travail d'inventaire et une stratégie de cas par cas. Donc là, c'est une autre étude qui est amorcée donc, sur le territoire de la ville de Paris, qu'on effectue avec Frédéric Druot, et où là, dans une première couronne, parce que ça ne concerne pas le centre ancien, on a répertorié à peu près 1600 sites de logements collectifs qui sont des logements sur des terrains où il y a quelquefois de l'espace à construire, quelquefois pas. Et donc, en regardant chaque situation, donc là, après, on a fait un travail plus précis sur une centaine de cas, on peut voir que ces situations représentaient 450 000 logements existants, donc sur lesquels il faudrait s'attacher à les transformer, mais aussi en regardant de près le potentiel de chaque terrain, une capacité de 135 000 nouveaux logements à construire. Et donc, toujours, en fait, ce travail ne peut se faire que si on est dans une stratégie de cas par cas, les pieds au sol, à l'échelle du quartier, à l'échelle du lieu, et avec l'idée que ces quartiers avec beaucoup de logements, il faut arriver à trouver une qualité constante en fait dans les logements, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de faire les nouveaux logements avec des standards de construction, des standards environnementaux extrêmement élevés, et à côté de ça, de ne rien faire ou de ne pas faire sur les logements. Donc il faut avoir la même ambition sur les logements existants et sur les transformer. Et c'est, je pense, une ambition importante. C'est un travail devant nous qui est important et que je pense tous les architectes sont prêts à faire. Voilà, je termine là-dessus et je vous remercie.